Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio J, on est très heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi avec un invité de marque, c'est le cas de le dire, Mario Stasi, qui est le président de la LICRA. Vous êtes également, cher Mario, bonjour, avocat au barreau de Paris, très engagé dans la défense des droits de l'homme en général et dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en particulier. On ne peut pas ne pas l'évoquer puisque nous achevons une séquence qui n'est d'ailleurs pas encore terminée, d'inquiétude et de mobilisation française, mais aussi internationale, autour du sort de notre cher ami, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu aujourd'hui en Algérie. On ne sait pas trop avec clarté ce qui lui est reproché, probablement d'abord sa liberté de conscience. C'est votre analyse, Mario, à ce stade ? À ce stade, oui. Enfin, d'abord, on en a fait vite un membre du comité d'honneur de la LICRA. C'est un partenaire de la LICRA. C'est un homme avec qui... C'est un homme de dialogue et de débat, c'est un combattant pour la liberté d'expression et nous avons immédiatement rédigé et fait circuler un courrier que les avocats de la commission juridique de la LICRA notamment signent, un courrier qui est adressé à l'ambassadeur d'Algérie en France. Est-ce qu'il vous a répondu, Mario Stasi, l'ambassadeur d'Algérie ? À ce stade, pas encore, mais ce qui importe, c'est que cette lettre circule et nous lui rappelons, outre évidemment le fait que cette arrestation va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948. Elle va aussi à l'encontre, cynisme extrême, de l'article 38 de la Constitution algérienne qui stipule que les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes et qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. Voilà, et donc, violation en plus de la Constitution, non, c'est un combat, nous suivons ça quotidiennement. Alors, certains commentateurs, à tort ou à raison, peu importe, mais interprètent ce geste liberticide du gouvernement d'Alger, de ses relais judiciaires et policiers, comme étant une mesure de rétorsion plus ou moins directe au rapprochement entamé par la France avec le rival, entre guillemets, historique de l'Algérie, qui n'est autre que le Maroc. Vous voyez ça comme ça, vous aussi, Mario ? Si l'on se penche sur une explication géopolitique, elle peut tout à fait être valide. Le constat que j'adresse et que nous dressons, c'est que cet homme qui se bat pour les libertés fondamentales, la liberté d'expression, les libertés en général, est arbitrairement détenu dans un État dont les méthodes sont celles d'une dictature. Est-ce que vous avez l'impression que la France fait suffisamment, au-delà de ses intellectuels, de ses associatifs, de ses responsables publics, mais elle fait suffisamment au sommet de l'État pour obtenir, le cas échéant, la libération de Boualem Sansal, Mario Stasi ? Alors, mon expérience, quelques années déjà, je ne suis plus tout jeune. On va y venir. Me fait dire et me fait savoir et me fait vous dire qu'il y a évidemment beaucoup de tractations, de négociations et de discussions dont nous ne sommes pas témoins. Évidemment. Donc je ne peux pas vous dire si oui ou non l'État agit efficacement. Derrière le rideau, on peut penser qu'il se passe beaucoup de choses. Je n'en doute pas. Mario Stasi, donc on a le plaisir de vous recevoir aussi sur Radio J pour évoquer votre engagement accru, j'allais dire, puisque désormais, désormais Mario Stasi devient aussi un homme de spectacle. Désormais, c'est une chanson d'Aznavour. Vous avez raison. Peut-être que... Alors, je résume, après je vous laisse développer. Le 17 décembre, à Paris, donc c'est un concert et un spectacle organisé par Jean-Marc Dumontet et la LICRA. Vous allez monter sur scène, donc c'est extraordinaire. À la basse, Fifi Chayeb, à la batterie, Claude Salmieri, à la direction musicale, Roland Romanelli, au violoncelle, Jean-Philippe Audin, et aux lumières, Jacques Rouvérolis. Et c'est vous qui allez être sur la scène. Disons, c'est impressionnant. Parce que c'est pas la même chose que de plaider ou que d'être dans une émission de télévision ou de radio, vous voyez ? J'ai 3 passions dans la vie. Ouais. En plus de mes passions intimes. Je suis avocat, passionnément, président de la LICRA, passionnément, et chanteur-interprète avec la même passion, et ça fait 15, 20, 25 ans. Alors on va revenir à la LICRA, ans. Mais la LICRA, vous l'avez transfigurée, c'est-à-dire vraiment en organe d'influence politique et métapolitique majeure aujourd'hui en France, dans le combat pour la République, aux côtés de personnalités publiques. Mais là, c'est vrai que c'est nouveau. Mario au Théâtre Libre, personne s'y attendait. Pourquoi ? Parce que... Vous voulez jouer votre Christophe Barbier ?
Que j'apprécie par ailleurs. Non, quand je m'adresse aux militants, je leur dis deux choses. Je leur dis, faites ce que vous pouvez. Là où je suis, je peux beaucoup, donc je dois faire beaucoup. Là où vous êtes, à l'échelon qui est le vôtre, territorial et autres, faites le maximum de ce que vous pouvez. Et je leur dis une deuxième chose. Pour être un militant efficace, il faut être un militant heureux de ce qu'on en entreprend. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, j'aime chanter, j'aime interpréter. Ça fait des années que je le fais. J'avais chanté déjà il y a une dizaine d'années à Bobino. Ah oui. Et là, j'ai réuni une équipe exceptionnelle de musiciens. Avec Jean-Marc Dumontet qui me prête son théâtre. Ouais. Tout cela joue gratuitement. Rouveroli, c'est le roi de la lumière. Romanelli, c'est Romanelli, là, c'est Barbara. Oui, c'est des grands noms. C'est des grands noms de la scène, on Chayenne, est d'accord. Hein, voilà. ouais. Et tous ces musiciens-là se réunissent pour... c'est une levée de fonds au profit de la LICRA, de toutes les actions que nous menons, notamment dans les écoles, lycées, collèges, d'intervention auprès des plus jeunes pour leur apprendre le doute, la critique, la liberté d'expression, qu'est-ce qu'une opinion, qu'est-ce qu'un délit. La liberté de conscience. La liberté de conscience, qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce qu'un génocide, qu'est-ce qu'un crime de guerre. Tout ce travail de formation de moyen et de long terme, indispensable pour retrouver une citoyenneté partagée. C'est tout ce travail-là qui nécessite des financements et qui justifie ce concert. 17 décembre, au Théâtre Libre, 900 places, une grande opération, 1h30, un récital, 22 chansons et mes 6 musiciens derrière. Donc, vous, en crooner... Mais je bosse, hein, je bosse. Non, je m'en doute, on va en parler. Vous, en crooner, et Jean-Marc Dumontet, donc à la production. Au Théâtre Libre, c'est l'un des théâtres de Jean-Marc Dumontet. En vente les places au théâtre et à la FNAC. Alors, c'est très intéressant. Et toute la recette au profit de la LICRA. Moi, je l'avoue, je vous connais bien, mais je découvre quand même cet aspect-là, entre guillemets. Si vous étiez venu... Mais vous êtes venu, je crois, aux universités d'Automne du Havre de la LICRA. Oui, mais il y a bien longtemps. Je suis venu plusieurs années de suite à votre invitation, mais je vous avais pas vu chanter. Tous les samedis soirs, on organise un immense fête. Voilà. Bon. Alors, justement, donc là, on peut parler de vous aussi parce que c'est intéressant. Toutes les personnalités publiques, vous êtes une personnalité publique, vous êtes un avocat engagé, vous êtes président d'une association influente sur le plan politique, n'ont pas forcément, j'allais dire, ces passions secrètes. Là, pour le coup, c'est la chanson française. Ça vient d'où? C'est né comment? Oh là. Alors, oui, ça va intéresser nos auditeurs. Écoutez. Et quel est votre répertoire favori? C'est-à-dire, quel est celui que vous allez donner le 17 décembre, justement, Mario? Aznavour, Reggiani, Brel, Jonas, Sardou, Florent Pagny, c'est du classique. C'est du classique. C'est de l'archi-classique. Souchon. Ah oui. Alors, c'est de l'interprétation. On va dire c'est de la grande chanson française classique. C'est la grande chanson française classique, mais c'est de l'interprétation. Il ne s'agit pas d'imiter. Voilà, et vous verrez le talent musical de ces musiciens, puisque je répète le soir après de longues journées. J'ai repris, comme je disais à une très proche, j'ai repris 10 années de joie de vivre. Vous avez peur? J'adore ça. Ah oui, non mais je dirais, est-ce que vous avez plus le trac que quand vous allez plaider, non? Mais quand je vais plaider, connaissez le mot de Louis Jouvet. Est-ce que vous connaissez le mot de Louis Jouvet? Rappelez-le nous. Alors, c'est un comédien, alors c'est très prétentieux, ne transposez pas, mais un comédien disait, écoutez maître, c'est formidable, vous savez... quand je vais sur scène, je n'ai pas le trac. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ça viendra avec le talent. Donc, il est évident que le trac fait partie et la peur fait partie d'un tout. Quand je vais plaider aux assises ou dans un tribunal correctionnel, faut pas me parler une demi-heure avant. Lorsque je prends la parole devant 300, 400, 500 personnes ou lors, par exemple, de cette manifestation du 6 octobre organisée formidablement par le CRIF en mémoire et en commémoration de ces otages au Dôme et que je prends la parole devant 2000, 3000 personnes et qu'il s'agit de lire un texte, bien sûr que je suis ému. Mais je connais mes énormes défauts, je connais mes qualités. Et j'essaie de mettre au service de cette cause républicaine, de mes engagements, les qualités. Un avocat, il sait transmettre. Voilà. Et quand on transmet, on arrive parfois à convaincre. Et quand on convainc, on arrive parfois à créer un élan collectif, un esprit collectif, tous ceux dont nous avons besoin. Voilà. Et je crois que je chante pas trop mal. Moi, je vais le découvrir. Je suis sincère, je vais le découvrir. Voilà. Alors, concernant la capacité de convaincre, ça, je peux en témoigner. Je vais vous faire réagir là-dessus. C'est la parésia, vous savez, dont parlent les Grecs anciens. La parésia, la capacité de convaincre, d'emporter le jugement d'autrui. Je l'ai vu. C'est-à-dire, j'ai vu comment vous êtes capable, Mario Stasi, sans flatterie,
mais ça n'est pas donné à tout le monde, à tous les responsables publics, de retourner une salle en votre faveur, parce que parfois il y a des adversités idéologiques. Vous savez faire ça. C'est quoi les ficelles? Comment vous avez appris ça? Vous voyez, le métier d'avocat... vous n'attendiez pas à cette question. Hein. Si, mais c'est d'une richesse, ce métier. Alors, je suis avocat pénaliste, avocat contentieux, pénal médical, pénal des affaires, tout le pénal. Pénal médical, parfois auteur, parfois victime. Et c'est l'école du contradictoire, l'école du débat, l'école de la confrontation, l'école de la conviction. Et parfois, vous avez 3 magistrats qui ne vous écoutent pas. Et il faut quand même aller chercher l'oreille, l'écoute, le doute, la critique, aller chercher le petit espace qui vous permettra de faire passer votre vérité à vous, en espérant qu'elle devienne la vérité judiciaire. Alors vous pensez que ce talent oratoire chez vous, hein, il vient d'abord de votre métier de base, hein, si j'ose dire, qui est avocat. Alors, très jeune, j'ai fait du théâtre, très jeune, j'ai chanté. Le chant, la respiration, la musicalité, le silence, les ruptures de rythme sont indispensables. L'écoute, mais la construction d'un discours, la construction de la ligne directrice, il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit d'en dire suffisamment et très bien. Qui trop embrasse mal étreint, et souvent, lorsque je prends la parole... Et le secret d'ennuyer est celui de tout dire, c'est ça? Voilà. Quand je prends la parole, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un colloque. Je dis souvent que je suis président de la LICRA, ce sont des dossiers que j'essaye de mener à terme. Eh bien, quand je m'adresse à des militants ou à une assistance quelconque, ça part d'une conviction, ça part de l'envie de partager ce qui est viscéralement ancré en moi. Je travaille d'ailleurs, je me teste. J'ai à côté de moi, notamment dans mon équipe restreinte, un ami Emmanuel Debono qui est l'historien de la LICRA et avec lequel... Qui dirige aujourd'hui la rédaction du droit de vivre, qui est un magazine formidable. Voilà. Prochain exemplaire d'ailleurs au mois de janvier sur l'extrême droite, mais c'est un organe de référence. Enfin, c'est très dense avec des philosophes, des historiens. Et avec Emmanuel, nous testons. Je teste. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. On construit ensemble les prises de parole. Et après, il me laisse sur scène, j'allais dire, quelle que soit celle-ci. Et puis, je mène mon combat par le mot. Alors, vous menez votre combat par le mot. Mario au Théâtre Libre, donc c'est le 17 décembre, dans l'un des théâtres principaux de Jean-Marc Dumontet à Paris. Vous allez chanter. Boulevard de Strasbourg, je vais chanter. Alors, rappelez-nous quand même le répertoire mobilisé de Aznavour à Souchon, en passant par Sardou, c'est ça? Eddie Mitchell, Brel. C'est pas très à gauche tout ça, non? Ce sont des très très belles chansons, vous allez voir. C'est ni à gauche ni à droite. Vous avez bien répondu. On va parler de la vie, de la mort, de l'amour, de l'engagement, de l'attente, de la déception, de la guerre, de la religion, de la France. Alors, vous êtes le petit-neveu d'un homme politique... Neveu, pardon. D'un homme politique aujourd'hui pour partie oublié, mais c'est injuste. Qui n'était autre que Bernard Stasi, ancien ministre, s'il y a une chose grande figure du centrisme. S'il y a une chose qui n'est pas oubliée, c'est la commission qu'il a présidée. Vous avez absolument raison. Et son mot célèbre, d'ailleurs, je vous fais réagir là-dessus, sur le fait que l'immigration est une chance pour la France. Aujourd'hui, toutes les études d'opinion en attestent, une majorité de Français, à tort ou à raison, partons des réalités sociologiques, estiment que plutôt non. Voilà, ils ne sont pas forcément des acharnés, mais ils estiment que plutôt non. Alors, ma question est très simple, puisqu'on essaye de faire plus ample connaissance avec vous, cher Mario Stasi. Est-ce que depuis que vous êtes entré à la LICRA en 2008, sous l'influence de notre ami commun, qu'on salue d'ailleurs, Patrick Klugman, alors président de l'UEJF, vos convictions sur ce terrain-là, Mario, ont évolué sur la question de la gestion des flux migratoires? Est-ce que vous avez évolué avec les Français ou est-ce que vous êtes plutôt resté fidèle à votre oncle Bernard? Alors d'abord, si vous me permettez de prendre un peu de temps sur ce sujet important, c'est une discussion que j'ai eue avec Bernard. Je m'en doute. Puisque j'ai lu le livre, évidemment, et je l'ai relu. Le livre de l'époque. Le livre de l'époque, 1984. Et le titre était volontairement provocateur et il n'était pas le reflet fidèle de ce qui se trouvait à l'intérieur de ce livre. Comme souvent, j'allais vous dire, dans le monde de l'édition. Et quand on lit le livre, alors ça a été évidemment vendeur ce titre-là, mais quand on lit cet opuscule, en fait,
le titre eût dû être, et ça je partage entièrement, relisez ce livre, il faut faire en sorte que l'immigration soit une chance pour la France. Et tout le livre balance entre l'effort d'intégration qui doit être celui qui rejoint ce pays, ses cultures, cette géographie, tout en gardant la richesse qu'est la diversité des origines des uns des autres, et l'effort d'intégration qui doit être celle de la République française, qui doit mettre les moyens, la volonté politique pour faire en sorte que ceux qui viennent à nous se sentent chez eux. C'est un double effort. Et tout le livre est articulé autour de ce double effort. Alors vous m'autorisez. Et donc, allez-y, je vous en prie, pour conclure, la LICRA, c'est générosité et responsabilité, accueil et intégration. Autrement dit, c'est du Bernard Stasi revisité. C'est du Bernard Stasi responsable. D'ailleurs, voilà. Nous organisons tous les ans à Strasbourg une journée, là, elle aura lieu en janvier, sur l'hospitalité, accueil et intégration, avec des journalistes, des élus locaux, des associations, des députés européens, mais aussi de la représentation française, pour voir comment, face à ces flux que l'on va plus ou moins réguler, garder ce même esprit d'accueil, car après tout, se recroqueviller en disant on n'en veut plus, ce n'est pas un projet d'avenir, mais comment faire pour qu'enfin on prenne, au-delà des initiatives locales qui sont multiples et formidables, pour avoir discuté avec 2-3 maires, comment faire pour qu'il y ait une vraie volonté nationale d'intégration. Alors justement, c'est très intéressant parce que vous venez de recadrer au fond le propos véritable de Bernard Stasi, votre oncle, propos qui a été un petit peu recouvert par le titre provocateur. C'est vrai que c'est attaché à sa mémoire pour les journalistes politiques qui connaissent un petit peu son œuvre. On dit, voilà, c'était le défenseur de l'immigration. Il avait une vision quasiment aussi positive de l'immigration qu'Alain Juppé au moment des primaires de la droite en 2016. En gros, voilà ce que disent les gens. Vous expliquez que c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, c'est intéressant parce que... Plus responsable, moins naïf et plus responsable. Mais il ne faut surtout pas... faut combattre la naïveté. Hein. Mais alors, néanmoins, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avec votre lucidité de républicain, modéré, hein, ni de gauche ni de droite, enfin vous nous direz d'ailleurs si votre cœur bat plutôt à gauche ou à droite tout à l'heure, c'est peu importe. Mais vous êtes un modéré, vous êtes un responsable. Néanmoins, il y a un concept... Parce qu'il y a Attendez, laissez-moi finir ma question. Il y a des cœurs de droite et il y a des cœurs de gauche. Oui, évidemment, bien sûr. La différence n'a pas été effacée. Ça, on va en parler. Là, sur ce plan-là, vous voyez, on discute. Hein. Le macronisme était sans doute une illusion d'optique. Il y a des gens qui sont plus à gauche et des gens qui sont plus à droite dans leur sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils votent forcément avec leur sensibilité, mais il y a des sensibilités, évidemment. Mais je finis juste ma question sur ce point très important. Vous avez plaidé pour l'héritage de votre oncle. Et c'est d'ailleurs tout à votre honneur et ça éclaire un aspect supplémentaire de votre personnalité publique. C'est l'enjeu de notre émission de cet après-midi. Nos auditeurs vont être très intéressés de le découvrir. Mais c'est très symptomatique. Vous voyez, je vous ai écouté avec attention. Vous avez prononcé le mot d'intégration. Vous n'avez à aucun moment parlé de l'assimilation républicaine. Est-ce que c'est un concept qu'il faut aujourd'hui jeter aux orties, le concept de l'assimilation ? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier, c'est l'héritage. Il y a un mot que vous avez oublié de mentionner. Peut-être. C'est le mot de laïcité. Mais enfin... non, je vais vous expliquer. On peut en parler. Mais... Oui, mais ça répond à votre question. La laïcité fait partie de l'héritage républicain, fait partie de l'ADN républicain, fait partie de l'identité de la France et de la nation. Et répondre à votre question, je ne suis pas esclave des mots. Je me méfie des mots. Parce qu'on peut faire dire et dire ce qu'on veut derrière les mots. J'en veux pour preuve que nous combattons à la LICRA le terme d'islamophobie et que nous utilisons le terme de racisme anti-musulman. Nous essayons de faire pédagogie en ce sens et nous n'y arrivons pas toujours. Or, vous me demandez ce qu'il importe de retenir intégration ou assimilation. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir, de constater si l'on retrouve un esprit de citoyenneté collectif, riche des diversités et autour de valeurs communes. Vous appellerez ça comme vous voulez. Mais tant que la laïcité est le pilier, le point de rencontre et la condition sine qua non d'une vie en harmonie, tant que
l'on respecte les religions ou l'absence de religion. Je considère en ce qui me concerne, puisqu'on est je suis votre invité, que la transcendance est une richesse. Mais ça me regarde. Et c'est mon intimité, et je ne la fais pas partager, sauf par les mots que j'utilise ou les pensées qui sont parfois les miennes et que j'exprime à ma façon. Ça fait partie quand même, et principalement, de mon intimité. Oui. À partir du moment où l'on se retrouve sur ces valeurs républicaines indispensables, où on crée une communauté autour de ces valeurs, que ce soit par l'effet de l'assimilation ou de l'intégration, je m'en fiche. Alors, vous avez bien répondu, Mario Stasi, à ma question. J'ai répondu. Ouais, Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais... Qui était une question pour mieux comprendre votre réflexion mais je suis, sur moi, ces sujets. J'ai une réflexion toujours en mouvement et pragmatique. Bien sûr. C'est comme ça que je conçois l'action politique et militante. Alors, ma question, je l'affine encore. Vous dites le respect des valeurs républicaines, et notamment, bien sûr, de la laïcité, qui nous est chère, c'est une évidence, mais avec aussi les origines, la présence de l'héritage culturel de chacun. Chacun apporte, en quelque sorte, ce dont il vient, les origines, etc., les coutumes, les allégeances ethno-religieuses, dirait-on, avec un regard de sociologue. Est-ce que ça, c'est compatible justement avec la création d'un commun, ou est-ce qu'on aurait plutôt intérêt, comme le préconisent certaines voix, je pense notamment à Alain Finkielkraut. Vous voyez, Alain Finkielkraut n'est pas un esprit caricatural. Depuis l'identité malheureuse, sa réflexion s'est développée dans le sens d'un plaidoyer de plus en plus affirmé pour le retour à l'assimilation républicaine, qui n'était pas le mépris des personnes dans leurs individualités, dans leurs origines individuelles, mais qui était la demande plutôt d'un espace public neutre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore capable de faire droit à cette exigence du creuset commun, à partir du moment où on dit, bah oui, mais évidemment, les différences culturelles ont toute leur place? De toute façon, elles vont trouver leur place, les différences culturelles. Et l'espace qu'un homme engagé ou qu'une femme engagée doit préserver et construire, c'est l'espace public, c'est l'espace de rencontre, c'est l'espace de sociabilité, c'est l'espace du dialogue et de la critique, c'est l'espace du projet en commun, c'est donc l'espace public. Et pour moi, je considère que le meilleur moyen de combattre les extrêmes, de combattre l'extrémisme religieux, c'est de consacrer cet espace public, le défendre, être d'une intolérance, et dans ma bouche c'est rare, sans faille sur les atteintes à la laïcité, et parallèlement d'avoir et de mener un combat sans relâche contre les discriminations pour que chacun puisse trouver sa place dans cet espace public. Donc à partir du moment où on fortifie cet espace, où on a une volonté politique sans faille, continue à moyen et long terme pour préserver et construire cet espace de rencontre, ce que chacun fait et vit dans son intimité le regarde. Alors Mario Stasi, c'est passionnant. Mario au Théâtre Libre, chanson française, l'ICRA, Jean-Marc Dumontet, c'est votre spectacle à venir, donc le 17 décembre. On peut y inviter d'ores et déjà toutes nos auditrices, tous nos auditeurs de Radio J à venir. Moi, je vais venir, je serai là, parce que j'ai envie de découvrir cet aspect-là, non encore connu par moi, de Mario Stasi, le grand avocat Mario Stasi. Alors, on est avec vous cet après-midi, c'est un grand bonheur et un grand plaisir, parce que vous dites des choses, j'allais dire nouvelles, qui ne sont pas au cœur de votre discours public de tous les jours. On a effleuré des questions plus personnelles. Je comprends entre les lignes que vous n'êtes pas éloigné d'un certain catholicisme de tradition familiale. Je ne suis pas éloigné d'un... Oui, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Je ne m'en cache pas. Mais c'est rare que j'ai à m'exprimer là-dessus parce que ça fait partie de la part intime. Mais oui. Enfin, il y a des valeurs... Plus Peggy ou plus Henri de Lubac ou Peggy. Jean-Paul II. Peggy, mais Jean-Paul II, j'aime bien aussi. Ouais. La vision géopolitique de sa mission m'avait... vision politique de sa mission m'avait... c'était un homme... Enfin, en fait, j'aime les hommes engagés. Voilà. J'ai beaucoup de respect. Et d'ailleurs, ce qui fait que je respecte... Je déteste le poujadisme, mais je respecte le politique, par exemple. J'ai beaucoup d'admiration pour les maires, les élus locaux. Que je peux combattre parfois avec lesquels je peux être en désaccord, mais je trouve que cet engagement politique que l'on galvaude est d'une incroyable dignité. Et nous manquons dans une société
de cet esprit d'engagement. Et un de mes combats, un des combats que nous menons à la LICRA, c'est de s'adresser à la masse silencieuse, à la masse inerte, à la masse qui regarde en se disant « ça ne m'intéresse pas » ou « ça ne pourrait pas me toucher » ou « ça ne touche que les autres ». Et qui se désintéresse justement de cette vie en commun. Et c'est en cela que j'aurai toujours un respect, quel qu'il soit, pour celui qui est engagé. Et c'est en cela aussi, donc pour reprendre votre question, que le combat de Jean-Paul II sur cet aspect-là a eu en effet... J'ai été assez admiratif, jeune, de ce combat-là. Ouais. Alors vous êtes un républicain, ça s'entend, hein, par toutes les fibres de votre être. Vous êtes, je le crois, et je vous connais suffisamment pour le dire, vous êtes un humaniste sur le plan philosophique, c'est absolument évident. Maintenant, c'est vrai qu'on fait plus ample connaissance. Vous êtes donc le neveu de Bernard Stasi, qui était une personnalité centriste, bien sûr, proche de François Bayrou, de Bernard Bosson à l'époque, etc., de personnalité de Pierre Méhaignerie, de personnalité du centre démocrate chrétien. Vous êtes un démocrate chrétien vous-même. Vous avez récusé tout à l'heure, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous avez sursauté quand j'ai évoqué des cœurs de gauche et des cœurs de droite. C'est tellement... Mais c'est pourtant... Mais attendez, Mario. Non, mais attendez, Mario, c'est tellement évident quand on regarde... Attendez. Quand on regarde la France depuis 1789, il y a, et c'est pas un gros mot, il y a des hommes de droite, il y a des hommes de gauche. Oui. Jean Jaurès est un homme de gauche. Je suis d'accord avec vous. Attendez, Jean Jaurès est un homme de gauche. Henri Poincaré est un homme de droite. C'est pas des gros mots. Non, mais le cœur n'est ni de droite ni de gauche. Je connais des hommes de droite d'une incroyable générosité. Qu'est-ce que vous faites de l'expression avoir le cœur à gauche? Et celle, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ouais. Donc, le positionnement politique, c'est pas simplement une affaire de cœur. Non, mais le cœur, ça veut dire la sensibilité. Le cœur, ça veut dire la sensibilité. Je crois... Est-ce que quelqu'un qui promeut l'initiative et l'esprit, l'initiative individuelle, la reconnaissance du mérite par le travail, celui qui va aider le chef d'entreprise à créer des emplois, et qui parallèlement est pour la solidarité et la distribution. Je reconnais que c'est difficile à situer. Est-ce que c'est un homme de droite ou de gauche? C'est un type responsable et généreux. Il est où, à droite, à gauche? Bon, donc... Vous pensez que tout ça n'a plus de sens? Certains le pensent. Non. Je dis que réduire au cœur... Ah, c'est pas ce que je faisais. Non, mais cœur de droite, cœur de gauche. Non, mais vous savez bien qu'il y a des sensibilités. Nos auditrices, nos auditeurs qui nous écoutent, ils savent très bien s'ils sont plutôt de droite ou plutôt de gauche. Bien sûr, mais l'intolérance n'est ni de droite et de cœur. Bien évidemment. Et ma question ne supposait pas cela. Ma question, c'était simplement qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui que ça n'a plus aucun sens. Non, je suis d'accord. Attendez, laissez-moi finir ma question. Bien sûr. Mario Stasi, vous savez très bien qu'il y a un discours hégémonique aujourd'hui dans certains médias qui consiste à dire le vrai clivage, c'est démocrate contre populiste, tout le reste n'a aucun sens. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est pas plus subtil? Le clivage premier, c'est démocrate contre populiste. D'accord. Un autre clivage, c'est l'européen contre le souverainiste. Un troisième clivage, c'est la générosité, c'est l'argent distribué contre l'esprit individuel. Enfin, il y a plein de clivages. L'esprit d'entreprise individuelle. Bon. Alors, où est le cœur dans tout ça? Non, mais cœur, ça veut dire, au sens générique du terme, ça veut dire sensibilité. Ça ne veut pas dire générosité, ça veut dire sensibilité. Non, bien sûr qu'il y a encore quand on dit le cœur à gauche, ça veut dire la sensibilité de gauche. Bien sûr. Vous jouez sur les mots, là. Non. Un peu. Non, mais je trouve que... Non, mais je réfute quand le mot est réducteur. D'accord. Alors, la LICRA, aujourd'hui, mène des combats absolument fondamentaux. L'antisémitisme, j'allais dire, est remonté au fil des années en numéro 1 de votre agenda. Ça n'était pas prévisible. Il y a 20 ans, quand vous vous engagez, vous êtes plus jeune, nous sommes plus jeunes, vous vous engagez sous l'influence de notre ami commun Patrick Lugman. Pouviez-vous imaginer la France de 2024 dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Non, vous ne pouviez pas imaginer. Évidemment pas. Et je vais vous... Alors, c'est pas le numéro 1, mais ça s'impose à nous. Enfin, c'est le numéro 1. C'est presque le numéro 1. Depuis le 7 octobre, c'est une obsession quotidienne, je dois vous le dire. Racisme anti-musulman continue à croître. Beaucoup. Et je veux dire aussi aux auditeurs que notre association Combat politique universaliste, c'est-à-dire que je suis aussi, puisque vous l'avez dit, je suis aussi légitime catholique, aussi légitime à combattre l'antisémitisme que mon voisin qui est juif. Je suis aussi légitime homme à combattre le sexisme
que ma voisine femme. D'ailleurs, C'est ça- Mario, c'est ça, on peut le l'universalisme. dire parce que c'est vrai que vous êtes avec nous dans un format long, donc c'est très intéressant. Vous vous êtes référé à Péguy. Évidemment, Péguy, c'est l'emblème historiquement de ce catholicisme français, républicain, profondément et ardemment et sincèrement tourné vers le monde juif. On disait à l'époque philosémite, pour employer un mot un petit peu connoté aujourd'hui. Ouais, je vais vous faire une confidence alors, puisque en fait j'ai eu un parcours politique au centre, plusieurs fois candidat, Ouais. tête de liste de Philippe Séguin en 2001 Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est dans bien le que vous le 3e disiez. arrondissement. Donc vous n'étiez pas hostile au souverainisme, parfois. C'était une alliance. Hein. J'étais UDF, il y avait RPR, UDF, DL, et d'ailleurs c'était des discussions assez passionnantes avec Philippe Séguin. Et au bout d'un moment, l'UDF, j'étais candidat de François Bayrou pour les législatives, j'avais fait sa campagne en 2007, formidable comme avocat, j'avais réuni des avocats autour de lui, enfin, c'était passionnant. Et puis je me suis pas retrouvé à l'époque dans le MoDem. Donc j'ai assisté à la mort de l'UDF, et là je suis en déshérence d'engagement public, j'ai à peu près 30 ans je crois, ou 40, oh, je sais plus, 40 ans. Et je rencontre donc Patrick en prison. Enfin, rassurez, Oui. il n'était pas derrière les barreaux. On Hein. était tous les Voilà. deux dans 2 parloirs différents, avec 2 clients différents, et je lui parle, j'avais rencontré, il était à l'UEJF. Je dis voilà, moi je suis un homme engagé, tu sais mon attachement aux démocraties. Il m'écoute. Il dit mais il y a un endroit où tu serais heureux, c'est à la LICRA. Mhm. Et que je connaissais, mais de façon réductrice là encore. C'est-à-dire que tout le côté et la diversité, c'est ça qui est passionnant dans cette association, cette diversité qui habite la LICRA, il y a de tout, des catholiques, des philosophes, des athées, pas d'extrémistes, ni d'extrémistes de droite, ni de gauche, mais il y a une diversité culturelle, religieuse ou de sensibilité qui est complexe. Pas facile de toujours trouver la ligne directrice qui réunit tout le monde, mais pour l'instant, nous y arrivons, mon équipe et moi-même, mais d'une richesse mais foisonnante. Et il se trouve que c'est notamment par amitié pour cette démocratie qu'est Israël que je me suis engagé. Je n'imaginais pas vivre ce que nous vivons depuis le 7 octobre. Je n'imaginais pas constater la souffrance de mes compagnons de route qui ont des amis, la famille, ou qui n'en ont pas, et qui souffrent dans leur chair quotidiennement depuis le 7 octobre. Je n'imaginais pas que notre association allait être de cette période de traumatisme, de pogrom abominable. Et ouais, vous voyez, j'en perds mon fil conducteur, mais je voudrais dire d'ailleurs, je voudrais en parler là, que le travail que nous faisons avec Maurice Lévy et ce film formidable que nous avons fait sur la vie au quotidien des familles juives en France, parce que je n'oublie pas que le combat de la LICRA, c'est combattre l'antisémitisme en France, principalement. Et donc, oui, c'est une obsession quotidienne, et c'est numéro 1. Vous le savez que dans les communautés, partout, hein, sur le territoire national, et dom-tom compris, les questions récurrentes de nos auditeurs, les Français juifs, les Françaises juives, c'est est-ce que mes enfants, mes petits-enfants ont encore un avenir dans ce pays républicain? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre aujourd'hui, Mario Stasi? D'abord qu'ils peuvent compter sur beaucoup de républicains qui considèrent que s'ils partent, c'est un peu de nous qui partons, pardon. Manuel Valls l'avait dit en son temps, quand il était Premier ministre, hein, avec une force et un courage considérable. Il avait dit la France sans les Juifs, ne serait plus la France. Hein. Que je crie tant que je peux pour souhaiter et inciter le pouvoir politique à faire de la cause de l'antisémitisme une grande cause nationale, avec un programme de 2-3 ans, des moyens, des interventions décuplées dans les lycées, collèges, écoles primaires. Il nous faut faire un travail de moyen long terme, qu'il y a urgence, qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de la gravité de la montée de l'antisémitisme au sein des décideurs, ça c'est certain. Après, il faut y mettre les actes, hein, des paroles aux actes. Hein. Et maintenant, que vais-je faire? Je Béco. Et puis hier soir,
j'étais aux 20 ans de la Fondapol, qui travaille notamment avec la LICRA, Dominique Régnier, avec les JC aussi, mais avec la LICRA beaucoup. Et j'en suis ressorti assez abasourdi, parce que les sondages et les enquêtes d'opinion montrent combien l'antisémitisme est croissant chez les plus jeunes. Et ça veut dire que si nous ne faisons pas ce travail d'éducation, ces plus jeunes vont prendre de l'âge, puis ils vont disséminer leurs mauvaises paroles. Et on va se retrouver avec une masse antisémite critique. Il y a urgence. Alors je leur dis, moi, à ceux qui souhaitent quitter d'abord, vous n'êtes pas seuls, loin de là, la prise de conscience existe. Il ne faut pas se satisfaire des manifestations, du mémoriel, de l'émotion. Il faut du concret, des actions de formation et d'éducation dans les écoles, dans le monde privé, dans les entreprises, parce que l'appréhension du fait religieux dans le monde de l'entreprise va croissant, l'intégrisme va croissant. Retrouvons cet espace de vie commun où la religion et la haine de l'autre religion est remisée au placard. Parole de vérité cet après-midi de notre invité Mario Stasi. Il se produit bientôt le 17 décembre au Théâtre Libre. Il va chanter, figurez-vous. Oui, le président de la LICRA va chanter, chers amis, chers auditeurs. Il nous reste 6-7 minutes. On a fait plus ample connaissance avec vous, Mario, cet après-midi. C'est passionnant. Merci d'être venu dans les studios de Radio J pour cet exercice de fond. Alors, on l'a beaucoup évoqué, on l'a effleuré, mais on ne l'a pas creusé. Qu'est-ce qu'un extrémiste aujourd'hui? Comment est-ce qu'on définit un extrémisme politique? Un intolérant. D'accord. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un intolérant. Mais Mario, pardonnez-moi. Et qui met ses passions d'intolérance au-dessus de l'intérêt bien sûr. Commun. Bien sûr, mais c'est une définition, évidemment, comment vous dire, tout à fait louable et respectable que vous donnez, mais vous allez trouver des intolérants chez des gens qui ont des allégeances politiques ou des votes extrêmement modérés. Vous allez trouver, pardon de le dire, des intolérants au Modem, ou des intolérants au Parti Socialiste, ou des intolérants chez LR. C'est pas un critère, l'intolérance. Non, mais vous m'avez posé la question, l'extrémisme, vous m'avez pas posé la question d'avoir qu'est-ce que pour vous l'extrémisme dans le spectre politique. Dans le champ politique, si, j'ai dit extrémisme politique. Pardon, alors. Mélenchon, LFI, l'extrémisme de droite qui n'a évidemment pas disparu. Attention, Henri Paulinage. Mais voilà. Quels sont les critères de définition de l'extrémisme politique aujourd'hui la mise en avant pour des... en 5 minutes, dites donc. Non, c'est 6 minutes, ça va. L'extrémisme, par son action, fragmente ou segmente le corps citoyen. Il utilise une partie de ce corps citoyen en hystérisant celle-ci par des idées d'intolérance ou de préjugés ou de haine de l'autre, afin d'obtenir, par la conquête du pouvoir et l'hystérisation, afin de conquérir ce pouvoir-là. Je veux dire que, au lieu d'avoir un discours de rassemblement, qui est beaucoup plus difficile, il ne s'agit pas de faire du en même temps, partout, tout le temps, et pour des siècles, mais de recréer du commun citoyen. Voilà. Et l'extrémisme n'a pas comme obsession de créer ce commun, ce point de rencontre, cette réunion de tous les citoyens. Il veut fragmenter, segmenter, hystériser pour conquérir le pouvoir. Il utilise l'hystérie religieuse, l'hystérie immigrationniste, l'hystérie sécuritaire parfois. C'est l'hystérie qui est l'ADN de l'extrémisme. Alors, vous le savez, dans la communauté juive, au sens large, mais au sens particulier de la France, le débat a cours. Vous vous souvenez de l'ardente polémique déclenchée par Serge Klarsfeld lorsqu'il avait accepté de recevoir des mains du maire de Perpignan une médaille avec d'ailleurs son épouse Beate Klarsfeld. Certains s'étaient insurgés, notamment à la tête d'associations antiracistes, en disant qu'il participait à la banalisation de l'extrême droite. Et lui-même avait répondu je ne suis pas sûr de participer à la banalisation de l'extrême droite dans la mesure où le Rassemblement national d'aujourd'hui, c'était en 2022, n'est évidemment plus comparable au Rassemblement national de 2012, ne serait-ce que de 2012. Est-ce que vous prenez acte vous-même, sans leur donner un blanc-seing, mais des évolutions idéologiques de la formation d'extrême droite française? A-t-il
regarder avec attention Vous voulez dire Serge? Ouais. comment se compose l'entourage proche de Marine Le Pen. A-t-il oublié qui est M. Chatillon? Est-il aussi aveugle de ceux qui se revendiquent de l'extrême droite et du Rassemblement national et qui pullulent sur les réseaux sociaux diffusant leurs messages de haine? Voilà. La difficulté, c'est que c'est Serge Klarsfeld, c'est Beate Klarsfeld, que nous leur vouons une admiration sans borne pour les combats qu'ils ont menés et qu'ils mènent peut-être encore. Si ce n'était pas Serge, si ce n'était pas Beate Klarsfeld, je pense que l'acrimonie dont auraient fait preuve, dont auraient été victimes ceux qui ont reçu d'Alliot une telle médaille aurait été bien pire encore. Mario Stasi, c'est passionnant. On vient de faire un tour d'horizon très vaste sur vos convictions personnelles. Hein. C'est l'art de cet exercice particulier du dimanche 15h sur Radio J avant de retrouver notre ami Shlomo Malka dans quelques instants. Alors, c'est intéressant parce que vous nous dites plein de choses aussi là dans cette séquence sur l'analyse de l'extrémisme. Vous nous dites que pour vous, il n'y a rien de véritablement nouveau sous le soleil. Alors ma question est très simple. Il y a des groupes de médias aujourd'hui qui éditent des personnalités dites d'extrême droite. Je pense notamment à Jordan Bardella et à Vincent Bolloré. Il joue un jeu dangereux, Vincent Bolloré. Il a un programme politique et idéologique. On est dans un pays de liberté. Vous êtes certain? Parce que devant le Sénat, il dit « je suis un démocrate chrétien ». Non mais, il a un programme, enfin il a une trajectoire qui est quand même... Enfin, il y a une émission religieuse sur CNews, catholique, le soir. Bon. Ouais. Mais j'allais dire, et je termine, nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Moi, je suis alors, on va terminer là-dessus. Ouais. Je suis un farouche combattant, un farouche défenseur de la liberté d'expression. Mais je suis avocat avant tout. Et je suis pour le débat, je suis pour la contradiction. Je mets évidemment une énorme différence et une frontière entre une opinion et un délit. Tant qu'il n'y a pas délit, tout peut se dire. Mais il a raison. Mais le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et il a le droit d'exprimer ce qu'il veut tant qu'il reste dans la légalité. Et il a raison de donner autant de moyens à l'édition du livre du président actuel du Rassemblement national, Jordan Bardella. Est-ce qu'il est au-delà de la loi? Est-ce qu'il contrevient à la loi? Moi, je ne suis pas un censeur ni un moralisateur. Je n'y réponds pas, je vous pose la question. Je ne suis ni un censeur ni un... Vous me demandez, est-ce que je partage les opinions de M. Bardella? Non. Est-ce que j'achèterai le livre de M. Bardella? Non, sauf s'il faut l'acheter, sauf si je dois l'acheter parce que je devrais en discuter ou débattre avec certains. Est-ce que les idées exprimées par M. Bolloré ou les chaînes pour lesquelles il met tant d'argent et d'énergie sont proches de mes convictions intimes? Non. Est-ce que pour autant, je dois les condamner comme un moralisateur ou un censeur? Tant qu'il reste dans le cadre de la liberté d'expression, je ne vois pas où est le problème, sauf qu'on doit combattre politiquement, qu'on doit combattre évidemment et débattre et aller à l'encontre pour pas que ces idées-là, les Bardella et autres, deviennent hégémoniques. Là, on est d'accord, mais je me situe sur la liberté d'expression. Le combat politique est autre chose, il ne faut rien céder face à l'extrémisme. Mario Stasi, merci beaucoup pour cette passionnante conversation de fond. Merci. On l'a compris, vous êtes un républicain de bataille, pour reprendre les termes du grand Clémenceau et aussi de Manuel Valls, puisqu'il le cite souvent, un républicain de bataille. Mario au Théâtre Libre, c'est des chansons françaises. L'ICRA, Jean-Marc Dumontet, c'est le 17 décembre, faut y aller, hein. Ben j'espère. Découvrir oui. le crooner. Moi j'y serai. Bon, merci au crooner Mario. En tout cas, vous n'avez pas chanté avec nous, hein, mais non, je vais pas chanter. Vous reviendrez. Ah, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Alexis. Merci, un grand merci. Un très bon dimanche. Shavuot tov, cher Mario.